Produit avec le soutien de la MDJS. Bienvenue les amis, nous sommes sur Radio Ma'arif, icône qu'on ne présente plus. Et j'ai aussi des invités qu'on ne présente plus, mais que je vais quand même présenter. À ma gauche, Mouna Belgaleni, qui fait partie de la famille Radio Ma'arif. Comment vas-tu, Mouna ? Plutôt bien, j'ai envie de dire. Ça va. Ouais, comment ça va ? Bien, bien. J'adore ton look. Merci. Je fais une petite crise. Est-ce qu'on peut le décrire aux gens qui n'est... Non, ça va être difficile, mais disons que je ressemble un petit peu à un danseur de rue de Marseille des années 80. Voilà. Mais un peu vintage sportwear 80, exactement. Voilà. Je suis très... Pourquoi tu rigoles ? Non, parce que c'est une petite crise de la quarantaine, mais je l'assume. Donc tout va bien. Alors avec nous également Rim Khalidi, je suis très content de te recevoir parce que, déjà bonjour. Bonjour. Et parce que j'apprends que tu lances un podcast, Lioumnes. Alors on connaît ton site. Parlons un peu de ce podcast. Bienvenue dans la famille, c'est super. Merci de me recevoir encore. Moi, j'ai adoré l'expérience de la dernière fois. Nous, on a fait des textes à rallonge pendant 8 ans et on s'est dit qu'on allait franchir le pas de l'oralité. Et du coup, mon expression préférée d'Arija, qui est Khalqin Saada, a donné lieu à un podcast où on reçoit des Neslioum pour parler, donc des artistes ou des entrepreneurs ou des porteurs de projets associatifs, etc., pour parler de ce qu'ils font. Où est-ce qu'on peut les écouter, ces podcasts ? Toujours sur Lioumnes, sur le magazine. Sur le site du magazine, lioumnes-magazine.com. Ok, écoute, bienvenue dans la famille des podcasteurs. Merci. De qui veux-tu nous parler, puisque tu es au micro ? Alors moi, je vais vous parler de Fatna Belhoussine et je vais vous raconter mon histoire personnelle. Non, je rigole. Mais en tout cas, une histoire... Non, ça tu rigoles. Tu peux pas nous faire un teasing pareil dire je rigole. Mais il y a quelque chose de personnel. Il y a un fond de vérité dans ça parce que bon... Moi, je raconterai aussi mon histoire personnelle. Alors, Fatna Belhoussine, qui est donc une chanteuse, l'une des chanteuses iconiques de l'Aïta, sinon la plus iconique. Donc, elle est de Sidi Ben Nour, au lieu de Doukala, d'où vient ma famille maternelle et donc d'où le lien avec la petite histoire, j'allais dire, qui est la mienne. Donc elle a un répertoire énorme de chansons. On dit d'elle qu'elle a chanté plus de 200 chansons pendant plus d'un demi-siècle. Elle est considérée donc comme l'une des plus grandes chichettes qu'ait connu le Maroc et le Maghreb en général. Elle a même réhabilité d'une certaine manière la place de la chicha, l'image de la chicha. Bon, elle a une enfance difficile comme souvent les chichettes iconiques et les grandes chanteuses et les divas arabes, j'allais dire. Elle est orpheline, donc elle a une enfance compliquée. Elle a été prise en charge par sa sœur, etc., avec toutes les tensions que ça supposait parce que elle a fait le choix radical d'aller vers sa passion, de chanter, de se libérer d'une certaine manière, etc. À une époque où, bien entendu, ce n'était pas naturel. Donc elle a un charisme, on lui reconnaît un charisme et une personnalité très forte. Sa voix est hyper reconnaissable, elle a une voix assez à la fois chaude, profonde et assez rock même, j'allais dire, écorchée quelque part. Donc on la reconnaît tout de suite. Pour moi, la chanson, la musique de Fatna Belhoussine... Elle a la voix de quelqu'un qui a fait une carrière sans micro, en fait, dans la première partie de sa carrière, en tout cas. Ouais, donc il a utilisé les cordes vocales. C'est-à-dire donc beaucoup de puissance et un côté vraiment une émotion brute, quoi. C'est très très souvent tous ceux qui ont... que ce soit mais même dans le rock, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à jouer dans la rue ou dans les salons et ils ont une capacité à captiver qui vient justement de cette expérience parce qu'ils s'en sont sortis par le haut et non pas par l'abandon ou l'oubli. Donc ça donne quelque chose toujours, quand on est dans cette génération, c'est donc quelque chose d'assez intense, voilà, c'est le mot que je cherchais. Exactement. Et pour moi, la musique, je suis pas une professionnelle de la Haïta, quoique, comme la dernière fois, j'ai fait un petit clin d'œil au travail de Brahim Mezned. Il a sorti donc l'anthologie de la Haïta il y a pas longtemps, il y a 2 ans, il me semble. Pour moi, va vite. Il y a 2 ans, c'était à peine les débuts de Corona. C'était bien plus longtemps que ça. Peut-être, je sais plus, j'ai plus la notion du temps. Mais pour moi, s'il y a une mémoire génétique, elle s'applique à ce genre de
de musique. Enfin, quand on écoute, pour moi, il y a une mélancolie qu'on retrouve rapidement, la mélancolie de l'exil, la mélancolie des passions tristes, la mélancolie des amours non partagés. Et ça, on le ressent, moi. Enfin, quand on écoute Fatna Abdelhoussine, il y a quelque chose qui est de l'ordre. Voilà, avec l'ADN plus que... On peut pas ne pas être sensible à ce genre de musique. Et là, pour conclure sur la petite anecdote personnelle, mon grand-père, feu mon grand-père qui était d'Oukali, a passé les 2 dernières années de sa vie à écouter Fatna Abdelhoussine à son chevet. Et donc, c'est pour ça que c'est un rapport familial assez particulier. Ben moi, je pense que Reda va avoir une histoire à raconter, mais moi, j'avoue que l'Aïta, je connaissais pas du tout avant non plus, et que malheureusement, je l'ai découvert comme beaucoup, avec une triste anecdote qui est reprise notamment dans l'une des paroles de Hoba Hoba. Ouais, donc, la fameuse... Voilà, je pense que c'est la première fois que mon cerveau a capté ce nom. Par la suite, bien sûr, j'ai découvert l'artiste, mais oui. C'était mon premier contact avec Fatna Abdelhoussine. Ouais, moi j'ai envie de dire beaucoup de choses, mais Chicha qui aujourd'hui sonne un peu dégradant, c'est le féminine de Chir. Ouais. Voilà, donc c'est... Titre honorifique, normalement. Voilà, c'est la patronne. Oui, tu as parlé de Alish Makatsan sur Fatna Abdelhoussine, ça montre un peu le statut qu'elle a, puisque c'est la phrase qu'a entendue notre ami Saad quand il était devant le juge, qui lui reprochait ses goûts de fan de métal, et il lui a dit Alish Makatsan sur Fatna Abdelhoussine, qui était un moment absurde et stupide dans ce procès. Et ce qui était drôle, parce qu'en plus il a adressé à Saad, qui en l'occurrence écoutait Fatna Abdelhoussine. Mais quand ils ont pris les CD chez lui, ils n'ont pas trouvé Fatna Abdelhoussine. Mais pourquoi cette anecdote, on la connaît, on a repris ça dans Bled Schizo, mais et d'ailleurs c'est Saad qui l'a dit dans Bled Schizo, c'est la seule phrase que Saad dit dans 8 albums de Hoba, parce que voilà, il joue pas les chœurs, il chante pas, il a dit ça, c'est lui qui la prononce dans Bled Schizo. Mais non, pourquoi c'est important c'est important parce que quand le juge a voulu symboliser le monde du Maroc, parce qu'en fait le procès était de dire vous n'êtes pas marocain, vous êtes des traîtres, vous avez renié votre race, votre religion, vos origines, votre culture, votre famille, votre tribu, tout ça, c'est ça le procès. C'était pas, je pense que personne ne croyait qu'ils étaient des suppôts du mal, de Belzébuth, mais par contre c'était un procès un peu culturel. Et il a invoqué Fatna Abdelhoussine. Alors c'est en fait c'est le marqueur, de la marocanité. Et c'est très très bizarre. Parce que ce marqueur de la marocanité, moi ce que j'appelle aussi l'ADN audio des Marocains, où tu as beaucoup d'artistes, dont évidemment Fatna Abdelhoussine, dans cet ADN audio qui est notre fond d'oreille et dans lequel on se reconnaît comme étant un pays ou une grande tribu, enfin en tout cas qu'on est chez nous quand on l'entend. Ce qui est terrible et ce qui veut dire beaucoup de choses, c'est que justement elle a dû batailler pour avoir ce respect. Le respect qu'on a aujourd'hui vis-à-vis d'icônes comme Fatna Abdelhoussine, elle a disparu il y a pas mal de temps, mais le Hajj El-Hamdaoui, Allah Rahma, qui est parti récemment, voilà, c'est des gens qu'on a, je pense institutionnellement accepté de placer sur leur piédestal qu'elle méritait, après avoir traversé les railleries et le mépris lié aux cultures populaires marocaines. Donc d'un côté, c'est vraiment notre ADN, le juge le balance spontanément, et en même temps, dans l'intelligentsia, dans la presse, et très longtemps, c'est plus le cas aujourd'hui, je pense, mais très longtemps, ça a été considéré comme une sous-culture qui a été frappée du même mépris que dont on frappe tout ce qui est à peu près local chez nous. Voilà, voilà. Donc, voilà ce que je voulais dire et merci pour ça, mais il faut l'écouter en fait. Deuxième mi-temps du podcast Icône. Je me tourne vers Mona Belgalini, femme pleine de ressources. Et de qui veux-tu nous parler, s'il te plaît? Alors, d'une icône que j'espère que vous allez la valider à l'échelle nationale, mais pour moi, c'est déjà une icône personnelle et une icône à l'échelle souéria. Il s'agit du Ma'allem Omar Hayat. Alors, si vous ne connaissez pas le personnage, je vous prie de bien vouloir taper ce nom sur un moteur de recherche, voir sur YouTube et de découvrir, parce que j'avoue que moi, je l'ai découvert il n'y a pas de si longtemps que ça, il y a peut-être 3-4 ans, à Souéra, dans une ancienne vie où je faisais de la radio et où je suis allée l'interviewer. Et je suis tombée en amour de ce personnage tout droit sorti
mi-BD, mi-film, c'est un vrai personnage. Alors, il a ce surnom de Jimi Hendrix Diel Tagnawit. Il faut savoir que Huawul Tsouera, il y est né, il y a grandi. À la base, c'est un artisan qui saube les instruments. Oui, absolument. Comme tous les malmines, en fait. Comme tous les malmines. Il a été initié par Mahmoud Gania, Allah yarhamou. Et c'est pas tellement de sa musique que j'ai envie de parler. C'est vrai qu'il a une super voix et que voilà, c'est un malm, quoi, muhtaram. Il a eu plein de collaborations avec plein de musiciens, Ibrahim Malouf, enfin bref, tous ceux qui sont passés par via le festival Souera, etc., etc. Mais c'est le personnage que j'aime. Nous, parce que moi je le connais. Mais... Alors, mais il faut que les gens sachent. Parce que c'est un peu une icône. À Souera, en tout cas, quand il se balade dans les rues, tout ça, d'abord il passe pas inaperçu, les gens s'arrêtent pour être pris en photo avec lui et tout ça, et il joue le jeu à fond. C'est un monsieur qui parle de lui-même à la troisième personne, ce qui est déjà extraordinaire. Aujourd'hui, il a un peu vieilli, donc il a cette espèce de grande moustache blanche et une bonhomie. Et il m'avait à l'époque reçu dans son atelier, donc où il fabrique les instruments. Et tout autour de ce monsieur fait que pour moi, en tout cas, c'est une icône parce que voilà, il joue un rôle. Quand on rentre dans son échoppe, il y a un petit peu un culte de sa propre personnalité qui est moi, je trouve ça très, très, très touchant. Il a tout ce qui est coupure de presse. Il a voyagé un peu partout. Il a ses coupures de presse en néerlandais, en chinois. C'est le croisement entre le Gnawi et un peu la gamme Tupac, Ego Trip, tout ça. Tout ça, c'est ça. Qui le rappeur, hein? J'ai envie de dire Snoop, moi. Snoop, plutôt Snoop. C'est le mélange de Snoop et de Guignard, voilà. C'est ça. Alors donc, on est entouré de sa personne à travers les âges et à travers les accomplissements, on va dire, musicaux et autres. Et puis, il a plein de choses à raconter. Souvent, il faut être plutôt bien concentré pour suivre le fil de ces histoires. Et puis, il est flamboyant. Il est extraordinaire. Et puis, flamboyant, c'est le mot aussi parce que c'est peut-être l'un des rares Gnawi. Alors, on sait tous que le vêtement chez les Gnawi est très important, les couleurs sont importantes, etc. Mais lui, il a cette espèce justement de je sais pas si je peux appeler ça de l'excentricité, mais voilà, ces costumes, à eux seuls, sont iconiques et à eux seuls mériteraient d'avoir... Moi, je vois bien un musée à Omar Hayat qu'il pourrait même gérer lui-même. Moi, j'aimerais beaucoup. Ouais. Et je le dis avec... c'est pas du tout... J'espère que c'est pas... Je rigole beaucoup parce que j'aime beaucoup ce monsieur. Et j'espère que ça sonne pas moqueur parce que c'est pas du tout le cas. Moi, si je pouvais, je mettrais un musée à Omar Hayat à Souera que tout le monde devrait visiter avec Omar Hayat et le rencontrer, discuter avec lui et voir ce qui fait de lui une icône. Parce qu'en vrai, moi, je saurais pas vous dire. Mais voilà, sa musique, sa voix, ses instruments, les histoires qu'il a racontées. Et puis, il y a cette petite anecdote aussi qu'on a tous vécue pour un peu qu'on ait assisté à son dernier concert, l'édition 2019 du festival. Ouais, vous vous souvenez de ce petit incident sur scène où la scène s'est un petit peu effondrée quand même. Je ne sais pas si vous... Et il n'y a que quelqu'un comme lui qui peut retourner sur scène et faire comme si de rien n'était et qui a emballé tout le monde et qui nous a offert un super concert quand même. J'ai raison un peu? Non, bien sûr. Ou pas, parce que vous regardez un peu comme si j'étais... C'est une icône. Moi, j'adore comment tu en parles. Moi, je suis fascinée par ton... Voilà, avec devant tant de conviction, on ne peut que valider. Je le veux. Non, mais c'est un bonhomme. En fait, on a l'impression on a parlé de Snoop dans le côté Ego Trip, mais en fait, moi, je le vois plus proche d'un Little Richard, tous ces personnages un peu excentriques, etc. Voilà. Et puis qui a eu très vite l'intelligence humaine d'ouvrir son art et d'intégrer un peu tout le monde avant même que ça soit... Alors bien sûr, ça a l'air évident aujourd'hui de voir des artistes européens rentrer dans la musique des Gnawa, mais bon, la porte d'entrée la plus simple à l'époque, dans la première génération, c'était lui, parce qu'il avait les codes humains, il était ouvert, et donc ça se passait plus facilement avec lui qu'avec d'autres qui considéraient que leur art était une sorte de chose un peu sacrée, fermée, qui ne devrait pas être pénétrée par... la musique Oui, c'est-à-dire que... Mais de toute façon, tous les Gnawa ont ça clair dans leur tête. Il y a un mec qui dit le Sahara, il y a un mec qui dit l'Oulila. La première, elle est, disons, je cherche le mot. Non, Sahara, oui, c'est la musique, c'est un concert, ou Lila, c'est le rituel. Et ils ont tous les deux, ils séparent bien les choses. Mais dans son cas, lui, il a ouvert ça très vite. Et même son côté un peu... Little Richards, en fait, voilà. Et la présence scénique est extraordinaire. Moi, je parle de moi je peux passer des heures à le voir. C'est les attitudes, enfin voilà, c'est un show. C'est un show. Et je pense que vous vous souvenez à l'époque où Las Vegas avait des espèces de stars qui faisaient sold out. Moi, je suis sûre que lui à Las Vegas, mais sold out tous les soirs. Moi, même si j'avais de l'argent, j'investirais dessus. Non, mais même dans les afters à Essaouira, vu de près, non, c'est. Voilà pour moi. Donc, c'est la rockstar des Gnawa. Merci beaucoup. De rien. C'est fini. Oui. On va l'écouter. Je veux bien.
Le voir, c'est mieux. Quand vous aurez fini d'écouter le podcast, allez sur YouTube. Bah écoutez ce podcast en vidéo. Ah ben il existe en vidéo. Non, il n'existe pas en vidéo, c'était juste une blague. Par contre, Omar va être disponible en vidéo. Merci les amis. Juste un petit bonus, tu as parlé rapidement de Sidi Bennor et Sidi Bouzid. Alors on a appris dans un podcast, à chaque fois ça me scie que Sidi Bouzid est le fils de Sidi Bennor. Ah, je savais pas. Donc c'est chacun sa chambre en fait. Ah, C'est clair. Va là-bas, toi. Je sais pas dans quel podcast histoire on a appris ça. Merci les amis, à la semaine prochaine pour un nouveau podcast Icône. Produit avec le soutien de la MDJS.